Dans cette quatrième vidéo, nous verrons les plans pour les montages de physique pour l'agrégation interne de physique-chimie. L'objectif de ces plans n'est pas de les utiliser tels quels, mais de vous fournir une base de travail pour construire les vôtres. Ils me semblent globalement adaptés, mais ils peuvent comporter des erreurs ou des points à améliorer. Donc pour ces 28 montages, donc déjà la première chose, il y a beaucoup de chapitres différents, on traite avec énormément de manipulations différentes, énormément de thèmes différents. Et donc ça va être plus compliqué que pour la chimie, pour essayer de regrouper des expériences qui vont rentrer dans plusieurs montages. Donc quand il a fallu trouver une stratégie de base, j'ai réfléchi un petit peu. Au début, je suis parti un peu dans tous les sens et après, j'ai réfléchi. Je me suis rendu compte que finalement, l'électronique, elle revenait quand même très souvent. Voilà, un peu partout. Finalement, l'électronique, il revient très souvent. Et donc, je me suis dit, je vais essayer d'apprendre à manipuler correctement un oscilloscope numérique. Et du coup, si je passe quelques heures dessus, que je fais beaucoup de choses dessus, bah, potentiellement, si un TP d'électronique, puisqu'on en a un sur deux qui est lancé, donc on peut avoir quand même pas mal, il y a quand même la probabilité de tomber sur un sujet assez élevé. Donc lui aussi, je vais apprendre à fond à utiliser l'oscillo. Je fais plein de manips autour des amplis hop, etc. Et du coup, je me suis dit, bah, on va foncer dessus, on va essayer d'avoir un coup de bol, qu'un des deux soit de l'électronique. Et après, je me suis dit aussi, bah, tiens, le son, il retombe quand même assez souvent aussi, interférences, etc. Et donc, en fait, entre le son et l'électronique, on avait quand même pas mal de chances que ça nous donne un sujet qui nous intéresse. Bon, à côté de ça, il y en a qui ont ni l'un ni l'autre. Mais finalement, au niveau probabilité, je pense qu'on était plutôt pas mal. Donc ça, c'était la stratégie que j'ai eu au début. Et ce qui est ni électronique ni le son, bah, j'essaie d'avoir quelque chose de correct, mais j'ai pas forcément passé autant de temps à le préparer. Donc ça, c'était la stratégie de base. Donc d'abord, dynamique newtonienne. Donc à chaque fois, je mets ma carte mentale. Alors ça, évidemment, c'est pas du tout le but de faire une carte mentale. C'est juste que quand je révisais mes plans, j'aimais bien me remettre un petit peu tout en tête. Et ça, c'était la carte mentale de l'exposé. Donc c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Donc je pensais à plusieurs choses pour ces dynamiques. Donc d'abord, un petit travail sur le principe d'inertie. Donc ce qu'on fait en quatrième, c'est juste en quatrième, en seconde, c'est de lâcher un mobile euh, avec une certaine vitesse initiale et on observer un mouvement rectiligne uniforme. Donc le but, c'est pas de faire la même chose, mais de compliquer un petit peu en accrochant deux mobiles. Et donc il va y avoir pas forcément un mouvement rectiligne uniforme pour chacun des deux mobiles, mais si on prend un seul système pour les deux, ben, en fait, si on regarde l'évolution du centre de gravité, ben, on peut retrouver un mouvement rectiligne uniforme. Donc ça, c'est intéressant dans cette partie-là, sur le bélier. Donc vous irez voir ça. Ensuite, les actions réciproques. Donc pour mesurer des, euh, des forces, par moment, on peut utiliser des balances. Donc ça, par exemple, je sais qu'en statique des fluides, par exemple, quand on fait pousser d'Archimède, avec une balance, on peut retrouver par soustraction la valeur des forces. Pourquoi? Parce qu'une balance, ça affiche une masse, donc ça mesure un poids, mais attention, si on si on ajoute des forces, ben, finalement, on va mesurer la résultante des forces. Voilà. Donc, on peut avoir des petits stratagèmes pour mesurer justement des valeurs de force avec une balance. Donc, 10 nanomètres pour mesurer directement, et là, donc, il va y avoir une force magnétique. Tout est expliqué dans le Bélier également. Donc, généralement, ce que je fais, vous voyez, c'est les mêmes pages. C'est que quand on a un montage, j'essaie d'avoir très peu de bouquins différents. Et j'essaie de suivre un petit peu la logique du bouquin. Donc sur le Bélier. Ensuite, un travail autour du pendule. Donc le travail autour du pendule, vous voyez ici, je l'ai marqué, on le retrouve dans plusieurs montages. Donc c'est intéressant. Donc c'est quoi l'intérêt? C'est de faire varier des paramètres du pendule. Donc par exemple la longueur, on peut faire varier la masse et de voir qu'il n'y a pas d'influence. On peut tester aussi l'approximation des petits angles, de voir que si on augmente θ, ben, ça ne marche plus. On peut faire pas mal de choses. Et là, le but, c'était de retrouver G par la formule qui était ici. On pouvait aussi avoir une période imposée et essayer de retrouver la bonne longueur. Donc un petit travail autour du pendule simple. Si vous êtes très fort, ce qui était
pas mon cas dans les manips de physique, on peut aller sur le pendule pesant par exemple à la place. Voilà, c'est un peu plus chaud, mais bon, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans encore? Voilà, une incertitude. Donc, ce que j'avais déjà dit pour la chimie, c'est valable pour la physique, pour les montages de physique. Donc, essayez de mettre dans chaque montage un calcul d'incertitude par la méthode Python, Z-score. J'ai fait une vidéo dessus pour faire vos propres montages Monte Carlo. Faites-le, hein, franchement. C'est pas si dur à faire et on peut le mettre dans tous les TP. Donc je pensais le mettre là, la partie incertitude avec l'ordinateur. Voilà, donc ça, la deuxième. Et la dernière partie, donc là, ça c'est chute avec frottement, écoulement laminaire, qui se retrouve dans trois aussi montages. Donc le principe, c'est de filmer la chute d'une bille de fer dans du glycérol. Voilà, donc là, il y a toute la théorie ici, avec la vitesse, donc mouvement accéléré puis mouvement rectiligne uniforme. Donc on travaille un petit peu autour de ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors attention, viscosité du glycérol, masse volumique, etc. Ça, c'est pour du glycérol pur. Très souvent, vous allez avoir des soucis parce que le glycérol, il est hydraté ou des choses comme ça. Donc faites bien attention. Si vous n'avez pas des résultats parfaits en soi, c'est pas très grave. Mais il faut savoir expliquer. Puis là, il peut y avoir des questions autour des nombres de Reynolds, etc. C'est un peu technique. Alors ceux qui veulent voir cette partie-là, c'était ce que j'avais présenté dans les exposés, hein, sur frottement et sur fluide. Donc voilà pour la première. Donc comme je disais souvent, on essaie d'avoir le son ou l'électronique. Donc déjà, on arrive sur le son. Intro avec une bougie et un haut-parleur. Donc pour voir un petit peu avec des fréquences assez basses ce qui se passe au niveau de la bougie. Donc ça c'était plutôt l'introduction. Ici, donc un travail. Donc à chaque fois, alors j'ai marqué ici Lattice Pro, Oscillo. Donc j'essaie de varier un petit peu les logiciels, enfin, soit les logiciels d'études, soit le matériel. Donc ici, on va voir quand il y a écrit Lattice Pro, généralement, c'est avec carte d'acquisition. Donc ça, c'est avec carte d'acquisition. Et ici, donc là, ça va être soit avec Oscillo carte d'acquisition, mais ici Oscillo. Donc on essaie de varier les deux. Donc micro carte d'acquisition, on va faire ça très souvent, et Oscillo très souvent aussi. Donc hauteur du son, donc on pourrait partir sur un début niveau seconde, le tout début. Donc c'est tout simple, hein, on a un micro, un diapason, on fait un son. Et ensuite, passer sur le niveau un peu plus compliqué avec les battements. Donc battements, donc le but d'accorder un instrument. Donc vous avez un instrument de référence et ensuite des battements si vous êtes désaccordé. Alors j'ai une petite photo hop, qui est ici. Donc ça c'est le travail que j'avais fait au lycée. Donc c'est pourquoi je choisis le son et pourquoi je choisis l'électronique, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai pu faire dans mon lycée. Et ça c'est quand même, ça n'a pas de prix, hein. Donc là qu'est-ce que j'avais tout simplement? Donc un micro, une carte d'acquisition et deux diapasons. Donc on avait un diapason ici normal, 440, et ici là vous avez vu, j'ai rajouté une petite gêne là. Donc celui-ci, il n'aura pas exactement 440. Et on obtient cette figure-là qui est quand même plutôt propre. Alors je me souviens plus exactement de la théorie autour, je vous laisse bidouiller, mais on pouvait retrouver du coup la fréquence avec les battements. Quand il y a deux fréquences proches, on pouvait retrouver la fréquence du deuxième diapason. Et ensuite, on pouvait du coup accorder notre instrument pour faire disparaître ces battements. Donc ça, c'est une petite manip qui vous voyez, c'est pas très compliqué au niveau matériel. Et c'est plutôt joli, hein, ce qu'on obtient. Voilà, donc à tester. Moi, je trouvais ça plutôt sympa. Ensuite, un travail autour du timbre. Donc un GBF qui va faire différents signaux. On peut prendre un instrument, je pense aussi, hein. Prendre une flûte, une guitare. Ça peut être sympa. Ça, c'est ce que je fais en seconde. Donc là, le but, évidemment, c'est de le traiter à un niveau supérieur et donc de voir les harmoniques. Donc soit vous êtes en oscillo et vous mettez en transformé de Fourier, soit vous mettez en Lattice Pro et là, qu'est-ce qu'on peut faire quelque chose avec? Je ne sais plus exactement. À voir.
mais je pense que peut-être l'oscillo est plus intéressant. Alors ensuite, voilà, interférence. Donc, interférence, ici, on va la retrouver dans deux, hein, donc dans interférence et dans son. Le tube de Koenig. Alors, c'est quoi le tube de Koenig? Ça, c'est intéressant. C'est, vous avez un haut-parleur ici qui va mettre un son. Il a deux chemins possibles, soit par la gauche, soit par la droite. Et on peut faire varier la longueur du tube là, à droite. Donc, soit L égale 0, et en ce moment-là, les distances, c'est les mêmes. Donc, il n'y a aucune interférence, hein. Enfin, s'il y a des interférences constructives, on va dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de décalage, quoi. Par contre, si je décale du coup, si L ça vaut une demi-longueur d'onde, ben là on va se retrouver de nouveau en phase constructive, mais un quart de longueur d'onde, ben là on va se retrouver en interférence destructive. Alors pourquoi un quart? C'est parce que le L il est rajouté ici et ici. Voilà, on a un petit travail à faire autour. Moi j'aime bien parce que du coup on a une incertitude sur L, on a une incertitude sur plein de choses, et c'est là que je vais mettre mon travail Python, Python avec Monte Carlo sur cette partie-là. Voilà, c'est bien de le caler une fois à chaque montage. Donc moi je le mettrai plutôt ici. Voilà. À tester. Et ensuite la dernière partie, donc dans deux montages, donc module Young d'un métal à l'aide d'une onde sonore. Donc le but c'est de taper sur une barre métallique et donc de trouver déjà la célérité et ensuite de trouver une constante intéressante, le module Young. Alors je me souviens plus exactement de la théorie autour, mais je sais que ça marchait pas mal. Ça je l'avais pas testé au lycée, du coup je l'avais testé en prépa. Euh, C'était pas très dur de souvenir. Donc de souvenir, on avait une barre métallique assez longue, on tapait un endroit du métal et on avait ding et ding, donc on avait entre les deux un certain temps, un décalage entre le premier et deuxième micro. Donc ça, c'était pas trop dur de trouver la célérité. Et après le deuxième, il y avait un petit calcul à faire. Bah, autour de la célérité, avec la célérité, on retrouve directement. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Onde sonore, on aurait pu calculer la vitesse de propagation aussi avec. On le fait dans le métal. On le fait dans le métal, on aurait pu le faire dans l'air avec deux micros. Bon, on peut pas tout faire. Donc voilà pour onde sonore. Donc ça m'aurait plu de tomber dessus par exemple. Donc toujours, en fait, il faut que vous ayez sur les 28, si vous avez une quinzaine, vingtaine de montages où vous êtes content de tomber dessus, la probabilité elle est élevée, hein. Donc celle-ci, ça m'aurait fait plaisir de tomber dessus. La première, je sais pas trop. Ça aurait pas été catastrophique, mais bon. Celle-ci. Alors, donc montage 3, spectrométrie optique couleur. Euh, Prisme à vision directe, donc c'est pour voir pour la dispersion par un prisme de la lumière blanche. Et ensuite un petit travail ici avec l'absorption par une cuve violette. Bon, on voit couleur absorbée, couleur vue, etc. Donc ça c'est une petite intro. Tout est écrit là. Bon là on rentre dans la partie un peu technique. Pourquoi? Parce que cette partie-là, c'est pour ça que moi, ça me fait pas plaisir. Alors j'avais préparé quelque chose, je l'ai tenté en prépa. Mais là, le gros problème, c'est que vous n'allez pas pouvoir vous entraîner au lycée, quoi. Ça, c'est un gros problème. Pourquoi? Parce qu'on a deux outils qui ne sont pas disponibles. Donc, le travail sur le goniomètre. Et donc, on va travailler tout autour du sodium. Donc, le but du goniomètre, ça va être ici de retrouver la longueur d'onde du sodium. Parce qu'en fait, on ne va pas distinguer deux, hein. Ou alors, c'est très compliqué de voir que c'est un doublé. Donc, ça, c'est la première partie, de retrouver à partir du goniomètre. Donc, tout est expliqué ici. Euh, je vous laisse chercher. Faut tester, hein. Ça, c'est pas faut pas improviser le jour J, hein. On peut pas, c'est pas possible. C'est pas possible d'improviser le jour J, hein. Si vous faites ça, déjà c'est compliqué. C'était pas un bon moment, hein. C'est pas si évident. Et je voulais potentiellement mettre des incertitudes ici, mais non, puisqu'en fait je vais le mettre plutôt après. Alors la deuxième partie, donc là c'est le Michelson, donc ça c'est encore plus technique. Donc le Michelson c'est encore plus technique, mais pour toute la théorie et les TP, il y a donc sur la chaîne e-learning physique, donc ça vous le savez, si vous passez la grecque, c'est une des chaînes de référence. Il a fait des vidéos de TP là-dessus. Il y a tout, hein, il y a même l'incertitude. Tout y est.
Franchement, regardez ces vidéos, c'est super et on vous explique bien comment faire. Donc ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai étudié toute la théorie et après j'ai testé en prépa. La première fois, j'ai eu un peu de mal à le faire et une deuxième fois, j'ai pu retester une deuxième fois Michelson et là j'ai réussi à le faire. Ça demande du temps et il ne faut pas être pressé, quoi. Si vous avez 2 heures devant vous, tranquille, sans qu'on vienne vous embêter, c'est faisable. Donc vous avez toute la théorie dans la vidéo, donc sur e-learning physique. Et l'incertitude. Alors là, j'ai mis un petit peu plus de choses. Donc ça, c'était tout le matériel. Ah oui, alors donc, si vous voulez, on peut revenir une fois sur un Monte Carlo, comme ça je le présente une fois et vous le refaites à chaque fois. L'intérêt, c'est quoi? C'est que on voit dans la théorie que cet écart ici de lambda, c'est lié au lambda moyen qui a été trouvé justement dans la partie précédente, ici, au carré, sur 2 fois cet écart qu'on va avoir sur E. Donc E, ça va être une distance, hein. C'était la distance, je ne me souviens plus de tout, X distance de brouillage. Voilà, c'est la distance dans la molette, je crois, entre deux... attendez, c'est la distance de décalage entre deux positions de brouillage. Voilà. Vous irez revoir la théorie, c'est bien expliqué dessus. Et derrière, en fait, on va faire ce calcul par incertitude. Donc je vous le montre. Je l'ai fait à chaque fois. Comment ça fonctionne? Donc le but, c'est quoi? D'aller chercher des bibliothèques de tracés. Donc ça, c'est pour les tableaux, les calculs de moyenne, etc. Ça, c'est pour les tracés. Donc ici, ça va être delta E, donc l'écart de E. Donc l'écart entre deux zones de brouillage, donc c'est en millimètres, donc 0,29 mm à plus ou moins 1 attendez, 1 micromètre du coup. Voilà. Ici, ça c'est le lambda moyen qui a été trouvé dans la partie précédente, donc 589,3 nanomètres, plus ou moins 0,1 nanomètre. Donc ça, c'est vos données, avec les intervalles, les zones de tolérance, avec la tolérance ici. Ici, c'est la fonction aléa qui va vous faire tirer une valeur aléatoire de la valeur moyenne plus ou moins dans cet intervalle. Voilà. Donc en gros, on va prendre une valeur aléatoire entre 589,2 et 589,4. Voilà. Ça prend une valeur aléatoire entre les deux. Pour ce cas-là. Et ici, ça va prendre une valeur aléatoire entre 0,291 et 0,293. Fois 10 moins 3. Voilà. Donc ça prend une valeur aléatoire. Ensuite, on fait 100 000, je vais même faire 1 million, 1 million de lancers. Et on va faire le calcul. Ça, c'est le calcul qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire une valeur aléatoire de lambda moyen au carré divisé par 2 fois une valeur aléatoire de ce delta E. Et ensuite, donc, on va avoir une liste qui va se remplir. Hein. Donc résultat.happen, ça remplit cette liste vide. Et donc, on va avoir 1 million de valeurs dans cette liste. Et dans cette liste, du coup, on va faire une moyenne de la liste et un écart type. Et un écart type qui va nous donner, du coup, l'incertitude. Et là, du coup, on n'a plus qu'à imprimer les deux. Et ça va afficher, en plus, voilà, avec ces deux petites lignes, 3 petites lignes de plus, on va afficher les tirages. Donc, je vous montre. Hop. Voilà. Donc, on a tous les tirages qui ont été faits. Et vous voyez, il y en a quand même qui vont loin. Hein. Il y a quand même un tirage où ça a donné 6 fois 10 moins 10, alors qu'il y en a un où ça a donné 5,9. Donc en fait, il y a certains tirages qui sont très mauvais. Ça, c'est le hasard. Hein. Par contre, on voit qu'on a une belle courbe avec 1 million de lancers. Hein. Et donc, on va pouvoir sortir deux informations importantes qui sont en bas là. Donc ça va être la valeur moyenne de l'écart. Donc là, on est en mètres. Donc ça fait 5 fois 10 moins 10 mètres, donc 0,5 nanomètres. Et ici, un écart type de 2 micromètres. Voilà. Donc ça nous donne nos valeurs. Donc ça c'est bien de le... Comme j'ai dit, là il y a 25 lignes. Si on enlève les trous, il y en a un peu moins. Hop, ça fait plus que 24, etc. Vous voyez, il y a 1, 2,
3, 4 trous, donc ça fait que 20 lignes. Hein. C'est toujours les mêmes. Hein. Parce que d'un montage à l'autre, ce qui va changer, c'est... Donc ça ne bougera pas. Ça changera, mais c'est que les valeurs intérieures. Ça ne bougera pas, ça ne bougera pas. Il y aura juste cette petite formule là qui va changer ici. Ça ne bougera pas, tout le reste, quasiment. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir le faire. Donc voilà ce que je pensais faire pour celui-ci. Alors, je m'étais entraîné, je l'avais fait, mais c'est quand même risqué. Hein. C'est quand même risqué. Si vous avez réussi à le faire en prépa, prenez-le parce que je pense qu'un candidat qui a choisi du matériel compliqué comme ça, il est quand même vraiment devant. À condition de savoir le faire, quoi. C'est pareil. Si vous ne savez pas faire tout ça, ben, il faut trouver autre chose. Il ne faut pas se lancer là-dessus si on n'a jamais touché un Michelson de sa vie. Hein. Vision image. Alors, vision image, donc le risque, c'est de faire quelque chose de pas assez difficile, je vous le dis. Quand j'ai re-regardé mon plan, je me suis dit, tiens, peut-être que ça manquait un peu de difficulté. Alors peut-être aussi volontairement, c'est peut-être un peu juste, dans certaines techniques expérimentales, moi on m'a dit, il vaut mieux que tu proposes quelque chose de très bien fait à un niveau moyen haut que quelque chose de mal fait à un niveau haut. Donc c'est pour ça que des fois je ne suis pas très ambitieux sur des montages, des fois un peu plus. Voilà. Donc ici, l'intérêt donc c'est de montrer l'œil, que l'œil il peut être modélisé par par un système optique composé de plusieurs morceaux. Quoi. Ensuite un travail autour des lentilles minces. Donc, ce qui est important du coup, c'est de faire ce qui est au-delà du programme de lycée, donc c'est passer du temps sur les aberrations. Voilà, ça c'est vraiment, je pense, c'est important. Et vous voyez ici, j'ai écrit Bélier chapitre 2, je ne me suis même pas embêté, hein, c'est-à-dire que j'ai pris vraiment tout au même endroit. Quoi. On travaille sur les aberrations, je pense que c'est là où il faut être le plus performant, parce qu'en fait, c'est ce qui va être vraiment au niveau supérieur. Après, un travail sur les relations de conjugaison, donc ça va être plutôt au niveau première spé, c'est pour ça qu'il faut être quand même un petit peu... c'est pas hyper ambitieux quoi, comme plan. Ensuite, on travaille sur l'œil, les défauts et les limites. Alors, les défauts de l'œil, myopie, expliquer le principe de l'accommodation, etc. Tout ça. Et du coup, les défauts de l'œil, les limites de l'œil avec le pouvoir séparateur pour enchaîner sur justement, ça fait une bonne transition pour justement les outils qui vont nous permettre d'augmenter cet angle, hein, limite, enfin cet angle qui nous permettra de voir, et donc on va enchaîner sur la lunette astro. Quand je le regarde maintenant, je me dis qu'il faut peut-être rajouter un peu de difficulté parce qu'en fait, il y a beaucoup trop de niveaux lycée, quoi. À voir. Il faudrait peut-être le repenser un peu celui-là. C'est pas un que j'aurais choisi, quoi. Alors si je suis entre ça et quelque chose que j'ai pas envie du tout, j'aurais pris, mais ça fait pas partie de ce que je voulais. Alors, propagation libre et guidée. Alors, donc dans la propagation libre, on est sur la célérité du nom 2. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce qu'on aurait pu faire, de mesurer la célérité avec 2 micros. Pour le montage 2, ça on aurait pu le faire aussi, ce partage-là. Alors moi je l'aime bien celui-ci, je vais vous expliquer pourquoi. Alors vous allez me dire, c'est niveau seconde, on prend 2 micros, on fait un clap. Voilà. Alors c'est vrai que pour l'expérience en elle-même, c'est pas hyper intéressant, enfin si c'est intéressant, mais c'est pas hyper dur. Mais ce qui va être dur du coup, et ce qui va être intéressant pour moi, c'est de faire la même expérience, mais en changeant la distance entre les 2 micros, 3 distances différentes. Et du coup, en fait, vous avez un programme informatique Python qui va vous calculer l'incertitude dans les 3 cas. Et en fait, c'est un seul montage. C'est un seul programme Python. Et en fait, du coup, si vous prenez, je sais pas moi, 10 cm, 30 cm et 3 mètres, j'en sais rien. Mais en fait, juste en modifiant un tout petit peu le programme, ben, vous allez voir que l'incertitude, elle va diminuer quand la distance augmente. Et ça, c'est hyper intéressant, je trouve, parce que vous avez un travail sur l'incertitude. Voilà. La même expérience où j'ai changé la distance entre les micros, ben, je suis plus ou moins précis. Donc je trouve intéressant. Ça peut être fait. Et ça peut être fait du coup aussi dans le numéro 2, je pense. Potentiellement.
Atténuation en R sur R carré. Donc, c'est l'intérêt de propagation libre. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que vraiment la principale différence entre libre et guidé, c'est qu'on a souvent, ben, tout le temps, des grosses pertes en libre, puisque justement, c'est la géométrie 3D, hein, donc l'onde va se propager dans toutes les directions et du coup, on va perdre en puissance surfacique. Donc, je pense que ce qui est important, c'est de dire que l'intensité, c'est une puissance surfacique et automatiquement, la surface augmentant, l'intensité ne peut que diminuer. Donc le but, c'est de faire des mesures de niveau sonore en changeant la distance. Attention, niveau sonore, on peut revenir, ça c'est une petite formule qu'on voit en terminale, on peut passer de niveau sonore à intensité par un petit calcul. Et après, il faut tracer I en fonction de 1 sur R carré. Voilà. Et donc on retrouve cette fonction-là qui explique l'atténuation. Donc c'est assez intéressant parce que l'atténuation, les élèves ils pensent que si je suis un peu loin, j'entends moins bien, c'est parce que c'est une sorte de, ils se pensent que c'est une sorte de frottement dans l'air, etc. Non, c'est pas du tout ça. Et donc du coup, c'est là que c'est intéressant de parler de cette partie. Et du coup, après moi je leur parle des tubes. On peut enchaîner, hein. Des tubes où dans les jeux pour enfants, des fois il y a des tubes où on parle à l'intérieur et un enfant à l'autre bout de l'aire de jeu, il entend à travers un tube. Il entend bien. Donc c'est un petit peu l'esprit. Hein. On parle de cette atténuation, donc c'est bien. Donc ensuite, si c'est libre, donc on a guidé ensuite. Donc il y a un travail sur la fibre. Un travail sur la fibre optique. Donc moi je me suis appuyé sur le site académique Montpellier STL. Je vais vous montrer rapido. Ça vous y avez accès le jour J. Hein. Voilà, donc c'est un petit TP sur la fibre optique. À saut d'indice. Voilà, et on fabrique une sorte de fausse fibre comme ça, là, avec un bécher rempli d'eau et un tube de plexiglas. Voilà. Et on voit que si on dépasse l'angle, on n'a plus la réflexion totale, etc. Voilà. Donc ça, c'est un petit travail sur la fibre. Ouverture numérique d'une fibre à l'aide d'un modèle. Donc évidemment, ça c'est un TP de niveau premier STL, enfin terminal, enfin bref, de niveau STL. Le but, c'est de le remonter à un niveau plus haut. Hein. Alors, il y a un travail sur le câble coaxial. Alors, 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, en électronique, oscillo, etc., je visais là-dessus. Je me suis dit, le but, c'est d'impressionner, entre guillemets, le jury. Donc, on va essayer de caler des manips qu'on sait bien faire et qu'on va présenter voilà, pour gagner des points. Et donc, câble coaxial, ça fait partie des objectifs que j'avais. Et donc, on y a passé du temps en prépa à faire ça. Et je savais que je pouvais le mettre dans plusieurs montages. Hein. Je vais vous montrer rapidement les travaux qu'on avait fait. Alors, je l'avais fait avec David, c'était un collègue. Il n'y a pas forcément tout à faire, mais je vous montre un petit peu tout ce qu'on avait fait et comme ça peut donner des idées sur ça. Alors, je ne vais pas tout expliquer parce que de toute manière, ça date et donc du coup, en plus, j'ai oublié une partie. Donc, je vous laisse, vous êtes plus dedans que moi, faire ça. Donc, je défile un petit peu. Ça, c'est tous les résultats de tout ce qu'on avait fait. Voilà. Donc, je vais défiler juste un peu. Hop. Donc, ça, c'est toutes les mesures qu'on avait pu faire pendant les TP. Ça avait plutôt bien marché, on était content. On avait plusieurs cas différents. Hein. On changeait la résistance. Par exemple là. Voilà. Vous voyez l'atténuation, 31 mètres. Voilà. Donc ça c'est le résultat de toutes nos mesures, de tous nos TP. Donc on avait fait une petite fiche sur câble coaxial et on s'est dit, bah, tiens, si ça tombe, on a déjà fait les TP, on en a fait plein. Comme je dis, je me souviens plus de tout, mais j'étais plutôt content au moment de le faire et c'était expliqué dans le levier. Donc à vous de suivre. Donc si vous avez l'occasion de travailler sur le câble coaxial, parce que vous avez accès à des laboratoires qui en ont,
Franchement, allez-y, hein, je pense que c'est intéressant. On retrouve 4 fois, hein, c'est pas négligeable. Interférence. Donc, interférence, on va commencer à retrouver un peu des choses qu'on a vues. Donc, le travail sur la lumière. Donc, Michelson, comme je vous ai dit, interféromètre de Michelson, c'est bien si vous maîtrisez, quoi. Si vous ne maîtrisez pas, ben, il faut aller un peu plus bas, il faut faire interférence lumineuse au niveau terminal SP, quoi. Avec les doubles, soit avec les trous de Young, Oliphant, etc. Il faut travailler là-dessus plutôt, si vous ne sentez pas de faire Michelson. Ensuite, sur interférence, donc si on fait lumineux d'un côté, on fait mécanique de l'autre. Donc pour le mécanique, il y a deux possibilités. Soit le trombone de conique comme tout à l'heure, mais vous avez aussi une possibilité en interférence, un TP que je fais en terminal, je vais vous le montrer. Donc voilà, donc l'intérêt c'est quoi? Donc on peut le faire à l'oscillo, donc ça c'est intéressant. Donc on a un émetteur distant d'une certaine distance à déterminer. Alors là dans l'expérience c'était 5,9 cm. Ils sont reliés au même GBF. Donc là on va pouvoir parler de cohérence, d'onde, etc. Et du coup on va déplacer sur un axe notre récepteur qui lui est soit relié à une carte d'acquisition à un ordi, soit relié directement à un oscillo. Et du coup, on va pouvoir voir des zones avec forte amplitude, des zones avec faible amplitude, et donc interférences constructives, destructives. Donc ça, c'est un TP qu'on faisait en numérique en terminale. Donc ça, vous n'aurez pas le temps de le faire en numérique. Hein. Mais parce qu'on travaille sur la différence de marche avec des calculs Python qui permettaient d'additionner les ondes. Ça, on n'a pas le temps. Et on a obtenu des belles figures, c'est dommage, hein, parce que là, on avait quand même l'amplitude en fonction de x. C'était plutôt joli. Voilà. Donc ce genre de TP, ça peut rentrer aussi à la place du trombone. C'est plutôt joli. Voilà. Diffraction. Donc intro cuve à onde. Donc l'intro cuve à onde, généralement on prend des vagues bien rectilignes, parallèles, et on met un obstacle et on diminue on fait une ouverture et on diminue l'ouverture jusqu'à trouver la diffraction des ondes. C'est plutôt pas mal. Diffraction des ondes ultrasonores, ça je l'ai testé en lycée. Vous prenez un émetteur d'ultrasons et vous mettez des obstacles et donc et vous déplacez le micro et vous mesurez en intensité. Et donc on a une diffraction des ondes ultrasonores. Hein. C'est joli. Donc la fente quelques millimètres. Alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est 1 cm à peu près la longueur d'onde pour un ultrason, autour d'1 cm. Voilà, donc il faut que les objets pour voir bien la diffraction, quelques millimètres, c'est bien. Et ensuite, expliquer pourquoi du coup le son parlé, on va trouver plutôt une longueur d'onde autour d'1 mètre et du coup expliquer pourquoi finalement il y a la diffraction avec les portes, etc. Quand on parle à travers une porte, le son est diffracté ou autre. Donc un travail autour de la diffraction des ultrasons. Je vais regarder un petit peu ça. Et ensuite, diffraction en électromagnétique. Donc on a une partie qui est niveau lycée quand même, cette partie-là. Mais on va essayer d'y mettre on va essayer d'y mettre comment ça s'appelle des incertitudes. Alors, c'est quoi cette expérience? Donc cette expérience, je crois qu'on l'a vu dans le Bélier, elle est intéressante. Pourquoi? Donc on va envoyer de la lumière sur un objet diffractant. Donc le seul problème, c'est que vous allez avoir toute la lumière qui va traverser, et donc ça va saturer votre écran. Donc l'idée en fait c'est de faire converger ce faisceau de lumière parallèle en un point unique ici. Et on va se débrouiller pour couper cette source lumineuse, pour pas qu'elle traverse. Donc en gros, imaginez qu'il n'y a pas l'objet diffractant, qu'est-ce qui se passe?
on a des faisceaux de lumière parallèles, la lentille qui vient faire converger tous les faisceaux au même point, et du coup on met un cache, et du coup il n'y a rien qui se passe, quoi. Et donc l'écran, il y a du noir. Il ne se passe rien. Sauf que ces rayons-là, en fait, ils vont envoyer donc, enfin, cet objet diffractant, il va envoyer des rayons dans une direction pas courante, et donc en fait, ils vont pas être bloqués ici par le filtre, donc ils vont traverser. Et donc sur le mur, on va avoir uniquement l'image de l'objet diffractant. Donc c'est assez intéressant, pas si facile que ça à mettre en place. Donc, il faut le tester ça. Mais c'est joli. C'est joli, mais c'est qualitatif, hein. On ne va pas faire de mesure dessus. Ensuite, donc l'influence de la couleur. Laser bleu, ça marche pas toujours bien. Vert et rouge, ça peut suffire. Ça marche bien. Influence donc de l'écartement. Alors là, j'ai vu fente. C'est bien de faire trou aussi. Un peu les deux. Oh non, on les fait après les trous. Voilà, c'est bien de varier. Donc là, ouais, on est sur les fentes d'abord et on a les trous après. Donc le travail d'incertitude avec Python, donc voilà, on peut le caler ici. Donc soit retrouver la longueur d'onde du laser, le diamètre d'un objet inconnu. Alors là, il y a le diamètre du cheveu, c'est peut-être un peu, ça manque peut-être un peu d'originalité, peut-être quelque chose un peu plus sympa à faire. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ouais, tout à l'heure, c'est ça, hein. C'est ça qu'il faut faire. Voilà, donc un petit travail. Alors maintenant, la façon de récupérer la tâche centrale, c'est ça qui va être un peu différent. Donc soit on mesure à la règle sur un écran, c'est pas très bien, mais on peut aussi, il y a des caméras avec le logiciel Caliance là, qui peuvent permettre d'analyser les images. Et quelque chose qu'on a fait un peu de nouveau récemment au lycée, c'est qu'on a des webcams qui filment les écrans avec un étalon. Et du coup, on va faire une photo, et après on va analyser la photo avec SalSagy. Voilà. Donc ça peut être quelque chose qui est intéressant. On le fait surtout pour interférence, mais on peut le faire aussi pour diffraction, hein. Donc vous filmez votre écran avec votre tâche de diffraction et un étalon. On avait un trait de 5 cm, on écrivait 5 cm. Et ensuite on prend une photo et on analyse avec SalSagy. Donc ça peut être aussi un moyen de faire ça et rentrer les incertitudes. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire 2 fois avec Python, hein. On le fait qu'une fois. Je le mets, c'est la possibilité, hein. Évitez de faire 2 fois les choses. Si vous voulez faire 2 calculs d'incertitude, vous pouvez faire un à la main et un avec Python, par exemple. Et ensuite, un travail autour du trou, pour aller un peu plus loin que le lycée, parce que les fentes, c'est plutôt au niveau lycée, et donc là, on va aller sur la tâche des riz. On va travailler donc sur les ouvertures, qui sont des trous. Et ensuite, application diamètre des lycopodes, donc qui sont 30 micromètres. Et ensuite, on peut expliquer ce qui se passe pour des distances plus petites ou autres avec la diffraction des rayons X par exemple. Donc voilà. Bon. Vous voyez ce que vous pouvez faire avec ça. Bon, je sais pas. Autant j'avais pas du tout envie de tomber sur diffraction pour l'exposer, autant pour le montage ça me gênait moins. Oscillateur. Alors oscillateur, donc là c'est des oscillations avec ressort en mécanique. On aurait pu faire aussi avec les pendules, comme vous voulez. Donc avec ressort, l'intérêt c'est quoi? C'est qu'on fait oscillation libre puis amortie, donc dans de l'eau. Donc d'abord entre guillemets simple, oscillation libre, donc étude du mouvement. Donc soit c'est avec une fourche pour détecter le passage, soit avec des caméras. Donc il faut voir un petit peu les méthodes pour mesurer. Donc ça c'est oscillation libre et amortie. Ensuite on passe à l'électricité, c'est ce que je vous ai dit. L'électricité, bon, c'est ce que je voulais faire. Et donc là, on essaie de mettre le paquet là-dessus. Parce que même si vous faites quelque chose qui est OK, ça en plus ici, si vous mettez le paquet dessus derrière, ça va vous aider. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est celle-ci qu'on peut essayer de caler plusieurs fois. Donc c'est le travail avec les alis. Donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. J'ai passé du temps à tester plein de choses avec les alis et j'ai bien aimé ce qu'on appelle la résistance négative. Alors, résistance négative, l'intérêt c'est quoi? C'est qu'en fait, ça va osciller spontanément puisqu'en fait, finalement, l'énergie apportée, ça va être la lie qui va la former. Donc l'idée, c'est quoi? Là, il y a la démonstration, hein. C'est qu'en fait, si vous prenez 3 résistances identiques, la résistance équivalente sera moins la résistance fois la résistance sur la résistance, donc ça vaut 1, donc ça fait moins R, tout simplement.
Donc si vous prenez 3 résistances identiques, vous allez avoir une résistance de moins, enfin, en tout cas l'équivalent d'une résistance de moins 470 ohms. J'ai mis attendez, j'ai mis le travail là. Auto-oscillation. Voilà. Et là, c'est la photo. Donc ça, je ne l'ai pas au lycée. Il faut vous dire que j'ai fouillé, j'ai trouvé des vieilles bobines au lycée. J'ai trouvé des vieux, des vieux Ali. Et surtout, on avait ça. Donc, si vous avez des oscillos numériques, vous pouvez vous entraîner. Donc ça, c'est des expériences que j'ai faites. Non pas en prépa, mais au lycée. C'est pour ça que c'était bien. J'ai passé du temps dessus. Donc, j'ai fait plusieurs photos. Je vous laisse regarder. Voilà. Donc ça, c'était le travail sur la résistance négative. Et ensuite, j'ai fait beaucoup de choses sur la résonance. Alors là, c'est fait avec Lattice Pro. Donc je faisais des mesures, tout simplement. Je notais dans un cahier, je faisais des tableaux et ensuite je traçais. Donc résonance en charge et on change le facteur de qualité pour voir un petit peu les choses. Donc là, je vais vous montrer après tout mon travail sur la résonance. Donc c'est pareil, j'ai fait tout un travail sur la résonance que j'ai essayé de caler un peu partout. Donc je vais voir juste après. Voilà, résonance en électricité. Donc résonance en intensité, et ça c'est tous mes résultats. Donc ça c'est qu'avec des valeurs tracées au lycée. Donc oméga sur oméga 0, et donc on voit que quand on arrive à oméga égale oméga 0, c'est propre. On a quelque chose d'intéressant. Ensuite, avec les déphasages, I en avance, I en phase, I en retard. Le passe-bande d'ordre 2. Donc ça, on verra après. Là, c'est plutôt quand on va faire de la sélection. Donc ça sera bien pour des filtres, ce genre de choses. Donc tension, hop. Donc, et après, on a modélisé par de droite la partie ici pour les basses fréquences et la partie ici pour l'autre fréquence. Et vous voyez, on n'a pas moins 20, on attend moins 20 et plus 20, on a 23 et moins 25. C'est pas parfait, mais en tout cas, c'est ce qu'on attendait là, les moins 20 dB par décade. Et donc ça, c'était ma feuille de calcul. Voilà, avec 32 mesures. Ensuite, en résonance de charge, donc ça, c'est ce qu'on fait maintenant là. Donc ça, c'est la courbe. Donc en oméga qui change. Et ici, c'est beau, quelque chose de chouette. Et le facteur de résonance, donc là, qu'est-ce qu'on avait? On avait le gain en fonction du facteur de résonance. Voilà. Donc ça, c'était tout le travail que j'ai fait. Donc ma technique, c'était quoi? Je me calais au lycée, j'avais 1 heure ou 2, et j'essayais de faire un travail sur la résonance en électricité. Et sans les mettre dans les montages. Et après, une fois que j'ai trouvé plein de choses, je me suis dit, tiens, ça je vais mettre là, ça je vais mettre là, ça je vais mettre là. Et la même chose pour les alis. Alors là, c'est résistance négative, je vais vous montrer mes autres travaux sur les alis dans d'autres montages. Et l'intérêt, c'est quoi? C'est que, vous voyez, on va essayer de caler tout ça là-dedans. Parce que si c'est propre et que c'est avec du niveau supérieur, par rapport à ce qui me... Voilà. Comme je vous ai dit, le but c'est d'essayer d'impressionner le jury. Si vous faites un niveau type lycée ou lycée plus, vous allez viser les 12, quoi. Si c'est bien fait. Alors ça peut suffire, mais c'est chaud. Si vous avez faire du supérieur, mais parce que vous avez pu vous entraîner au lycée, que vous avez passé du temps dessus, et que vous faites quelque chose propre de ce type-là, si ça, là, cette partie 2, vous le faites proprement, je pense que vous pouvez gagner beaucoup de points. Et c'est comme ça moi que je réfléchis. Champ magnétique. Donc champ magnétique, c'est très très isolé, donc c'est pareil, on va pas faire grand chose de spécial qui va nous plaire. C'est pas le genre de montage qu'on va vouloir prendre parce que c'est trop spécifique. Donc une intro avec une aiguille sur une feuille, sur de l'eau, etc. Un travail sur l'aiguille aimantée. Les lignes de champ, l'addition de plusieurs champs. Bon. Ça, c'est intéressant. Le travail autour des courants qui génèrent des champs. Donc avec le solénoïde, mais aussi avec cette expérience-là. À tester. Et là, tout le travail sur le solénoïde. Donc ça, c'était soit vous prenez sur les anciens programmes,
les anciens programmes de terminal, il y a je ne sais pas combien d'années c'était ça, peut-être il y a 15 ans, où il y avait le champ magnétique encore. Et c'est cette expérience par exemple que j'adore, rail de Laplace. C'est intéressant, le seul problème c'est comment faire des belles mesures quantitatives, quoi. C'est pareil, mesurer la composante horizontale du champ magnétique terrestre, je l'ai fait ça, mais c'est compliqué, quoi. C'est pas un montage que je recommande. C'est pas un montage que je recommande. Je sais pas. Ce qui peut être rajouté, on verra un peu plus tard, une partie sur les transformateurs, avec justement des bobines qui sont couplées. Ça peut être en plus, pourquoi pas, puisqu'on revient souvent. J'aurais pas été très très content de tomber dessus. Alors, capteur. Alors voilà. Donc, les amplis hop, comme je vous ai dit, ça c'est quelque chose que je voulais essayer de caler parce que j'ai fait un travail dessus. Alors, est-ce que c'est là que j'ai tout mis? Alors, le comparateur. Voilà, donc ça c'est la partie sur les amplis hop. Donc, c'est quoi le principe? Comparateur, en fait, il va avoir deux réponses possibles. En gros, 1 ou 0. Et pour passer de l'un à l'autre, il faut qu'il atteigne une tension limite. C'est ça l'idée. Donc votre capteur de lumière, par exemple, quand est-ce que votre lampe elle va s'allumer automatiquement c'est si jamais il n'y a pas assez de lumière, hop, ça détecte qu'il n'y a pas assez de lumière et du coup, on arrive à une tension seuil qui va nous permettre de déclencher. Donc voilà, ça c'était un petit travail autour. Et là, en fait, vous voyez, là, c'est les limites, la limite haute. Quand on avait atteint cette limite, ben, il y avait un changement, quoi. Un changement, donc là, on était en haut, en bas, en haut, en bas. Ça, c'est la réponse, le bleu, hein, par rapport au signal émis. Voilà. Donc, c'est soit 1, soit 0, entre guillemets, et c'était plus et moins, je ne sais plus. Non, plus, ouais, c'est plus une valeur, moins une valeur, et en fonction de ce qu'on aimait, mais il fallait dépasser ce seuil, vous voyez. Hop, il faut que je dépasse ce seuil-là pour changer. Et ensuite, quand dans l'autre sens, il faut que je dépasse cette limite-là pour changer également. Voilà, donc un travail sur les capteurs et sur les amplis hop. Comme j'ai dit, dès que j'ai pu caler un montage ampli hop, je l'ai mis. Donc un travail sur la thermistance et sur les électrodes platine, enfin sur les barres de platine. Bon. Temps de réponse. Donc un travail sur le capteur de température. Tout expliqué là. Ça c'est niveau... je crois qu'on fait quelque chose qui ressemble à ça en secondes. Donc l'intérêt c'est de faire du Arduino. Et on va voir pourquoi après l'intérêt, c'est plus avec les incertitudes. Donc c'est quoi le principe? Un capteur de distance. Donc vous pouvez du coup définir trois variables. Float, donc c'est des décimaux. Ensuite, ça c'est toute la mise en place. Donc vous avez ce qu'on appelle le setup qui va s'exécuter qu'une seule fois. Et vous avez le loop qui va s'exécuter plusieurs fois. Donc le principe, donc là, c'est juste pour mettre en communication avec l'ordinateur. Et ici, ça qui est important, c'est output et input. Donc en fait, vous avez la broche 44 en output et un en input. Il faut savoir que vous allez avoir un haut-parleur et un micro. Et un haut-parleur a besoin d'énergie alors que le micro, il reçoit. Voilà. Donc le haut-parleur, c'est le 44 et input, c'est 47, c'est-à-dire que c'est lui qui va recevoir. Donc là, on a un micro sur la broche 47 et un haut-parleur sur la broche 44. Donc là, c'est quoi le principe? C'est que là, on envoie la tension sur la broche 44 sur le haut-parleur. Il va émettre un son pendant 10 microsecondes. Donc en fait, c'est un son très bref. Derrière, on éteint. Et donc en fait, en gros, ces trois lignes-là servent uniquement à faire un son qui dure 10 microsecondes. La ligne la plus technique, c'est celle-ci. La carte, elle va calculer le temps entre le moment où elle a émis le son et le moment où elle a reçu sur la broche 47, c'est-à-dire le micro, le son. Donc en fait, c'est ça qui mesure tout simplement la durée de parcours. Attention, c'est en microsecondes. C'est ça qu'il faut faire très gaffe. Ici, on donne la vitesse de propagation du son. Et là, regardez, donc on a la vitesse qui sera le temps. Donc comme c'est en microsecondes, on n'oublie pas de mettre x10.6. Et là, divisé par 2 parce que
Nous, on fait avec un aller-retour, hein, donc on tape contre un mur et ça revient, donc la distance parcourue est doublée. Voilà. Et donc, ça va afficher la distance toutes les 500 millisecondes, c'est-à-dire tous les 0,5 secondes, j'ai une valeur qui va afficher clic, 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 clic. Donc l'intérêt, c'est quoi? C'est de mesurer, je sais pas moi, 20 mesures de distance et de faire une incertitude de type A. Incertitude de type A avec tant de mesures, c'est pour faire différemment les incertitudes. Voilà, ça c'est intéressant. Donc je vous laisse regarder un peu ça si vous voulez, mais il faut le tester, mais ça se teste au lycée, hein. Et ensuite un travail sur la cellule photovoltaïque. Alors j'ai pas d'infos ici, je sais juste que c'est dans le Bélier 290 et ça se retrouve dans 3 montages. Donc un travail sur la cellule photo. J'ai rien écrit parce que généralement quand j'écris rien, c'est que dans le bouquin c'est suffisamment bien dit et qu'il n'y a pas besoin de tergiverser, quoi. Il faut juste chercher dans le Bélier, point. Donc je vous laisse regarder ça pour le faire. Phénomène de transport. Alors, phénomène de transport, conduction, convection. Donc ça, de souvenir, ça va être par exemple la tige métallique qu'on va chauffer, on met de la bougie, de la cire, elle fond au bout d'un moment, etc. C'est ce genre de petite expérience qualitative. Convection, je ne me souviens plus ce que c'est, à voir, mais c'est au même endroit, vous voyez, hop. C'est au même endroit, donc vous regardez dans le bouquin. Ensuite, ça va être la méthode un petit peu plus quantitative. Donc, chaleur latente de fusion de la glace au calorimètre, qu'on va trouver dans 2 montages. Donc, l'intérêt, c'est tout simplement de mettre de la glace dans un récipient qui contient de l'eau et de voir les évolutions. Voilà. De température, noter les températures finales, etc. Il y a tout un travail autour, je vous laisse regarder dans le Bélier. Ça se teste au lycée, hein, ça qui est bien. Et là, regardez, hop, transport électrique, donc un travail sur le câble coaxial. Donc, comme je vous ai dit, on la retrouve pour une deuxième fois. Donc, vous pouvez le travailler, hop, une deuxième utilisation. Ensuite, là, regardez, sonore, ça on l'a déjà fait aussi. Donc là, la célérité clap, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, célérité clap. Donc là, on peut faire le travail d'incertitude avec 3 distances différentes, ce que je vous avais dit. Ça dépend en fait si vous faites là ou là, hein. Vous faites l'incertitude Python de l'un ou l'autre, peu importe. Celui-là, il est intéressant Python parce que si je change les distances, justement, je peux trouver 3 calculs instantanément, alors que là, il faut faire 3 calculs à la main. Donc, ouais, vous voyez. Et ça, donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. L'atténuation avec l'augmentation de la surface. Donc, baisse de puissance surfacique. Voilà. Donc finalement, il n'y a pas grand chose Si, il y a ça de nouveau quand même, qu'on va retrouver dans plusieurs. Et après, sinon, là, l'affaire, là, c'est déjà vu, hein. Donc ça, c'est bon. État de la matière. Alors, état de la matière, donc ça, on l'a déjà fait tout à l'heure. Donc, célérité du nombre dans un métal. Donc, on l'a déjà vu. 2 et 12, c'est ça. Donc, à tester. À tester. Ensuite, celui-là. Celui-là est intéressant, on le fait un petit peu au lycée. Donc, le but, c'est de retrouver le R dans le PV égale nRT. Donc, vous avez une pression initiale, un volume initial qui va vous... pardon. Vous avez un volume initial et donc vous allez pouvoir retrouver la quantité de matière à partir du volume molaire. Donc ça, c'est la première chose. Vous trouvez la quantité de matière de gaz dans votre seringue, par exemple. Ensuite, vous faites varier la pression en appuyant sur le piston. Donc vous faites varier le volume, la pression, N ne varie pas, T ne varie pas. Et donc on peut après, avec plusieurs différents volumes, on peut du coup trouver R. Voilà. Je vous laisse regarder ça. Il faut juste calculer la quantité de matière initiale. Voilà. C'est ça qui nous manque si on veut faire les calculs à partir du volume molaire. Et donc pour ça, il nous faut la température, puisque le volume molaire dépend de la température. Donc la température, elle dépend 2 fois.
Donc voilà, donc ça c'est un travail autour des gaz parfaits et de la relation donc PV égale nRT. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Alors ça, je vous laisse regarder, je ne me souviens absolument plus ce que c'est. Isotherme d'Andro. Ça, ouais, ça, je m'en souviens dans le bouquin. Voilà. Ça, c'est quelque chose que j'ai travaillé pour les écrits. Vieux Duno. Donc ça va être une autre édition. Voilà. À tester ça. Vous ne pouvez pas le présenter comme ça. Les isothermes d'Androse. Je ne me souviens même plus ce que c'est. C'est fou à quel point la mémoire flanche. Et ça, clairement, si je l'ai mis dans mon plan, c'est que j'avais une idée en tête. Sinon, je l'aurais pas fait. Donc, regardez le bouquin si ça vous tente, quoi. Sinon, vous trouvez autre chose. Après, il y a assez. Hein. Si vous mettez pas ça, là, en faisant traîner un peu, ça prend quand même du temps. Hein. Dynamique d'un système électrique. Alors là, c'est exactement ce genre de montage qu'on veut. Hein. Donc, on va avoir une partie charge et décharge du condensateur. Alors, en lent et en rapide. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant, je trouve, là-dedans. Ça, vous avez une partie lente, ce qu'il faut au lycée, hein, avec les gros condensateurs. Et ensuite, une partie en rapide à l'oscilloscope. Donc, j'ai mes résultats, je crois, ici. Donc voilà, ça, c'est en lent. Donc, charge et décharge. Et en rapide, je l'ai pas. Si, en rapide, j'ai juste mis les composants pour tester. Voilà. Donc, faire les deux, rapide et lent. Donc l'intérêt, comme je vous ai dit, c'est de montrer au jury que vous savez utiliser un oscillo. Donc entraînez-vous à l'oscillo si vous avez la possibilité, vraiment c'est hyper important. Le RLC série, donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'on va retrouver. Et donc beaucoup de travail à l'oscillo. Hein, et travail sur le facteur de qualité. Donc c'était quoi l'intérêt? C'était justement de changer les composants, travailler sur le facteur de qualité et obtenir différentes choses. Alors je crois que j'ai quelque chose de plus propre. Je vais vous le montrer, je crois que je vais l'avoir le dessous. Pourquoi je mets la LIPA suiveur? Ah, il y a un montage suiveur quelque part. Où est-ce qu'il est mon montage suiveur? Ah, il est là. D'accord. Donc là, vous avez besoin d'un montage suiveur. Donc souvent, le montage suiveur, c'est quoi l'intérêt? Donc moi, la première fois qu'on m'a dit, tiens, il y a le montage suiveur. Alors d'accord, donc ça change rien. Ok, donc vous êtes à la même tension en entrée qu'en sortie, mais c'est nul, ça. Rien. Et en fait, le montage suiveur, ça peut faire tampon, en fait. Ça peut éviter plein de problèmes, quoi. On peut avoir une impédance d'entrée élevée, de sortie faible, etc. Et les gros intérêts, donc ça ne vienne pas perturber les systèmes. Donc le montage suiveur, je l'ai mis ici, pour faire un voltmètre parfait. Donc là c'est pas le but de faire un voltmètre parfait. Hein. Mais il y a un moment, je crois qu'on veut faire un voltmètre parfait. Donc on a le suiveur. Ici, donc ça c'est le résultat de tout mon travail qui est fait au lycée. Hein, ça. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait varier la résistance. Donc 900, 700, 500, 300, donc ça diminue. Et au bout d'un moment, vous voyez là, comme c'est beau, 100, 50, 20. Ouais. Voilà. Petit travail, on fait varier la résistance pour obtenir cette belle figure. C'était plutôt beau, hein. Franchement, si vous arrivez à faire ça le jour J, je pense que ça claque quand même. Plutôt pas mal. Donc ça, c'était le travail fait au lycée. Donc ça, c'est sur cette petite partie, en faire varier la résistance. Donc le régime transitoire qui est un petit peu oscillant, c'est quand même étonnant. Hein. Et donc après une partie qu'on avait fait, j'avais fait à Lattice Pro, où là j'avais fait des mesures de tension et j'avais tracé. Hein. Voilà. Fluide. Alors fluide, qu'est-ce qu'on a? Donc ça, ce qu'on a vu tout à l'heure là, sur la loi de PV, les lois de gaz parfait, PV égale nRT. Donc c'est le même que tout à l'heure. Relation fondamentale de la statique des fluides. Donc ça, c'est tout le travail
tout le travail dans l'eau, avec la pression. Tube en U, trouver la masse volumique du liquide. Oui, avec les différentes pressions en fonction de l'altitude. Et on revient à la masse volumique. Ok. Donc en fait, voilà, on va déplacer notre sonde, différentes altitudes, différentes profondeurs, et on retrouve après la loi, et on peut travailler autour d'un Python simulation de l'air dans l'atmosphère. Ouais, à mon avis, tout est expliqué là. Je ne me souviens plus trop. Poussée d'Archimède, donc c'est là où c'était intéressant justement de pouvoir utiliser une balance pour mesurer une force directement. Donc on va pas mesurer le poids, mais on va mesurer du coup une résultante. Donc c'est assez intéressant. On travaille autour de la poussée d'Archimède. Il y a plein de choses à faire, on peut passer du temps dessus. Et celle qu'on a vue tout à l'heure déjà, la chute d'une bille dans du glycérol. Donc on a ça qui a déjà été vu, ça qui a déjà été vu. Donc au final, ce qu'il y a de nouveau, c'est cette partie-là. Donc ce qu'il faut faire, c'est un peu le travail qui est fait en première, mais le pousser un peu plus loin, si on peut, en simulant justement voilà, l'atmosphère. Et le travail là-dessus, ça c'est terminal. Hein. Voilà, à voir. Alors, résonance. Donc là, résonance, on a passé du temps justement. Je vous ai montré tout à l'heure les travaux là, que j'avais fait. Donc, résonance en intensité, résonance en charge. Donc, il faut reprendre tranquillement la partie résonance dans un circuit RLC. Mais la deuxième partie, alors c'est ça qui m'intéresse beaucoup aussi dans résonance, c'est autour de la corde de Meld. Alors pourquoi tout simplement parce que c'est quelque chose qui marche tout le temps, qui est très visuel. Voilà, donc en physique, moi, ma hantise, c'était de tomber sur quelque chose que je n'arrivais pas à faire fonctionner. Par exemple, filmer avec une webcam et de traiter les points et tout ça, ça a l'air simple comme ça, mais des fois, en fait, on n'arrive même pas à lancer la webcam, on n'arrive même pas à trouver le logiciel qui va bien avec, à faire la vidéo. Enfin, c'est que des contraintes comme ça qui me gênent. C'est pour ça que moi, je voulais travailler sur l'oscillo. L'oscillo, c'est un oscillo. Un oscillo, on vous donne n'importe lequel, vous allez l'utiliser. Et ça, moi, toutes ces craintes de ne pas savoir utiliser le matériel qu'on allait me passer, ben, c'est ça qui me faisait peur. Et en fait, la corde de melt, généralement, ça marche tout le temps. Hein. Donc, c'est pour ça que j'aime bien aussi cette manip. Donc, là, il y a un travail autour des harmonies qu'on a vu tout à l'heure avec la guitare. Bon, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure sur le timbre. Alors, l'accord de meld. Donc, c'est quoi l'intérêt? C'est de faire varier les paramètres. Donc, on raccourcit la corde, on change la tension, on change l'épaisseur de la corde, etc. Et on essaie de retrouver tous les paramètres pour ça. Et la résonance, donc elle va permettre à quoi? La résonance, elle va permettre d'accentuer les, les modes propres. Attention, les modes propres, ils sont là, mais pour accentuer le mode propre, on va utiliser la bonne pulsation qui va nous permettre de nous mettre en résonance. D'accord? Donc il faut que la pulsation, il faut que la fréquence imposée soit la même fréquence que la fréquence propre du système. Quoi. Voilà. Donc, tout un travail là-dessus, évidemment les incertitudes, évidemment tout ça. On peut tout mettre ici. Donc là, celui-là, je l'aime bien, puisqu'il y a ce que je voulais. Ah oui, alors ça, c'était une intro avec oscillation forcée, avec un ressort. Et trouver la bonne fréquence pour arriver à la résonance. Là, était pas mal, cette expérience d'intro. Ça mettait de l'eau partout, c'était drôle. C'était dans de souvenirs dans une éprouvette graduée, je crois qu'on faisait ça. Voilà, voilà. Bon, on est pas mal. Hein. Ça, j'aime bien. Hein. Comme je vous ai dit, il y a tout ce que vous pouvez travailler au lycée tranquillement. C'est tout bien. Alors ça, je n'avais pas le matériel au lycée, mais c'est pas très dur à faire fonctionner quand même. Signal à la logique numérique. Alors ça, j'aurais pas été très heureux de l'avoir celui-ci, de souvenir. J'avais pas été très heureux. Donc, ce que je me suis dit, il faut une partie image et une partie son. Et du coup, je me suis dit, je vais me baser sur le Bélier
pour retrouver un petit peu tout ça, quoi. C'est pas quelque chose Alors, j'aime bien la théorie en soi, hein, c'est pas trop mauvais. Mais par contre, travailler sur le pixel, le codage rouge, vert, bleu, tout ça, c'est compliqué. Donc ça fait partie de mes montages. Je me suis dit, si je tente dessus, j'ouvre le bélier et puis tant pis, quoi, faut se lancer. Il faut pas être trop mauvais en théorie et pour s'en sortir. Mais ça m'aurait pas fait plaisir de l'avoir celui-là non plus. Comme il y a un tirage au sort, on est moins stressé que pour les... Enfin, comme on en tire un sur deux, je veux dire, la probabilité d'avoir deux qui nous plaisent pas, c'est quand même assez faible, hein. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, hein. Pour l'instant, il y en a trois là, depuis le début là, que j'avais pas envie d'avoir. Faut pas qu'il y en ait plus que 5-6, quoi. Et s'il y en a 5 ou 6 et que vous tombez sur les deux qui sont les 5 ou 6, ben là, il faut sauver les meubles, quoi. Conversion de puissance. Alors, on a déjà vu tout à l'heure la cellule photovoltaïque. Ah non, on l'a pas déjà vu. Alors, le transformateur. Alors ça, j'ai fait des tests sur les transformateurs en, en prépa. Ça marche plutôt bien. En fait, ce qu'on a fait, en fait, on s'est pas pris la tête, on a pris le livre, on a suivi le livre, on a testé les manip du livre. Donc tester ce qui fonctionne, ça marche plutôt bien, et du coup, je l'ai mis dans 3 montages. Je développe pas ici, mais en fait, on changeait tout simplement le bobinage d'un côté et de l'autre, et on observait ce qui se passait. C'était plutôt pas mal. Et ici, un travail sur la résistance chauffante, avec le principe de la bouilloire. Donc là, il faut faire tout en calorimètre. Vous mettez dans un calorimètre, vous mettez de l'eau, et il faut mesurer un certain temps de travail, d'étude. Vous travaillez sur, je sais pas moi, 3 minutes. Et vous mesurez du coup les différences de température avec la puissance électrique. Vous pouvez calculer l'énergie du coup électrique. Derrière, soit on peut retrouver la capacité thermique du calorimètre, etc. Il y a tout un travail là-dessus qui peut être pas mal. Attention de ne pas faire trop chimie par contre, hein. Faut que ça reste de la physique. N'entrez pas trop dans la partie chimique, quoi. Voilà. Voilà ce que je pensais. Temps fréquence. Donc le travail sur le pendule, comme on a vu tout à l'heure, temps fréquence, ça se met bien. Et ensuite, tout ce qui va être temps caractéristique. Donc ça, on l'a vu déjà tout à l'heure quand on a fait charge et décharge du condensateur. Alors pourquoi parce qu'on sait que le régime transitoire, il va faire à peu près 5 fois ce temps caractéristique. Donc on peut prédire la fin de charge, par exemple. Et là, on travaille autour de la capacité du condensateur. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Je ne sais pas si je l'ai remis là, je crois pas. Ouais, ce que j'ai montré tout à l'heure sur la charge du condensateur. Donc ça va être le montage 13, logiquement. Voilà. Fréquence. Fréquence propre. Donc là, ce qu'on a vu ici, donc ça c'est résistance négative. Donc en fait, si vous imposez, en fait, quand vous allez mettre une résistance négative, il va osciller spontanément à sa fréquence propre. C'est pas forcé, entre guillemets. C'est un petit peu autour de ça. Détermination d'une inductance inconnue. Ok, donc on retrouve dans le circuit, il y a un composant dont on ne connaît pas la valeur et on la retrouve comme ça. Ok, et ensuite on travaille sur la fréquence de coupure. Donc ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, un filtre passe-bande. C'est ce travail-là, hein, sur la résonance. Filtre passe-bande pour sélectionner une fréquence. Voilà, donc on est toujours dans la fréquence. Donc fréquence propre, sélectionner une fréquence. Voilà, donc ça fait quand même pas mal de choses. J'aime bien celui-là. Tout ce qui tourne autour de résonance ou les alis, c'est ce qu'on cherchait à faire, nous. C'est ce qu'on cherchait à avoir. Interaction lumière-matière. Pas hyper emballé de souvenirs par celui-ci. Alors, l'effet photoélectrique, donc expérience de terminal SP avec électroscope. Donc ça c'est une manip qu'on fait en terminale. Donc le principe c'est de
frotter avec une tige, je ne sais plus quelle matière c'est, mais avec une tige qu'on frotte avec, c'est quoi, une sorte de laine, et on va ajouter des charges électriques sur un plateau, et ça va décaler une aiguille, puisqu'on va avoir deux composants qui ont la même charge et qui vont se repousser. Et après, vous allez éclairer avec une lampe classique, il ne va rien se produire. Et ensuite, vous allez éclairer avec une lampe à UV, et là, vous allez voir que les électrons ils sont injectés, et donc du coup, vous n'avez plus les deux aiguilles se retouchent. Bon, c'est une petite expérience qui est faite en terminale spécialité. Ensuite, absorption de la matière, donc ça c'est la lumière blanche qui est dispersée par le réseau. Et ensuite, on met une cuve pour voir l'absorption. Il manque une bande de couleur avec donc la cellule violette ici. Couleur absorbée, couleur perçue, etc. Un travail sur la cellule photovoltaïque, on l'a vu tout à l'heure. Et ensuite, des excitations de la matière au goniomètre. Donc là, ça va être les lampes spectrales. Donc vous allez avoir une lampe spectrale. Donc ici, on va avoir la lampe spectrale à hydrogène. Et vous allez retrouver les raies de l'hydrogène. Et on peut faire un petit travail sur la série Balmer pour retrouver les longueurs d'onde d'émission de l'hydrogène. Voilà. Celui-là, finalement, il n'est pas si mal, mais il faut juste maîtriser le goniomètre. Le goniomètre, je sais pas pourquoi, mais ça n'avait pas l'air si compliqué à utiliser, mais c'est pas si évident. Hein. Voilà. Je pas mal cette manip. Si on la teste avant. Hein. Ça, c'est en live, c'est pas possible. Il faut l'avoir testé. Frottement. Alors, frottement solide. Donc, dans le Bélier, c'est bien expliqué. Donc, coefficient de frottement statique et frottement dynamique. Donc, on va aller chercher l'angle limite pour éviter les glissements et au bout d'un certain angle. Donc, en gros, on va incliner une surface par rapport à l'autre et au bout d'un certain angle, on va retrouver la limite. Et on va trouver ce coefficient de frottement statique. Ensuite, à partir de la limite. La deuxième, on peut faire un petit calcul d'incertitude avec l'angle, etc. Et la deuxième, frottement dynamique, où là justement l'objet va être en train de glisser. Et alors on va voir justement les pertes énergétiques, etc. Théorème de l'énergie cinétique. Somme des travaux des forces non conservatives est égale à variation de l'énergie cinétique. Donc ça c'est vu en première spécialité. Donc un travail sur ça. Je l'avais testé un peu de souvenir, ça marchait correctement. Il faut essayer de mettre les incertitudes à cet endroit-là, à mon avis. Et frottement fluide, ça on l'a vu tout à l'heure. Frottement fluide, on l'a déjà vu. Transmission de l'information. Câble coaxial, on l'a vu déjà. Donc à tester. Alors celui-là, on va le retrouver deux fois. Transmission par modulation d'amplitude. Alors ça, c'est un travail que j'ai fait aussi au lycée. Je vais vous le montrer. Je crois que je vais l'avoir là. Alors au début, je l'avais mis dans 3, 5, 21, 23. Mais je l'ai enlevé du 5. Je ne sais pas pourquoi. À voir. Je l'ai enlevé finalement, ça. Hop, je l'avais enlevé. Donc c'est quoi l'intérêt? Toujours le même. Hein. Travailler l'oscilloscope. On fait varier U0. Et vous voyez là, on va voir trois figures différentes. Donc modulation normale, modulation maximale et surmodulation. Donc c'est celle-ci la meilleure. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait fait là? Ah oui, c'est joli. Et donc du coup, quand on se place à cette meilleure... on est ici là. Et là on voit ici que c'est tout petit, vous voyez. Là on a une belle enveloppe. Et là tout petit, alors que là l'enveloppe là elle est épaisse. Alors que là ça fait cet effet là qui n'est pas bon du tout. Donc là c'est le meilleur cas. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait varier F jusqu'à 20 000 Hz. Joli. On avait vraiment des bons résultats. Hein.
Ça, c'est fait au lycée, hein, je reconnais la table marron, hein. Donc c'est du... Voilà, c'est un travail que j'ai fait tranquillement au lycée. Donc ça, c'était pour la modulation, avec avoir la porteuse et les écarts entre les deux. Voilà, les écarts entre les deux. Ici, donc démodulation, détecteur de crête. Voilà. En fait, j'ai pris le bouquin, j'ai suivi, hein, j'ai essayé de faire. Ça fonctionnait bien, hein. On récupérait le signal du départ. Donc là, c'était un petit peu... J'ai passé un peu de temps quand même, mais comme j'ai dit, est-ce que c'était mauvais? Alors c'est sûr que c'est que dans le montage, mais c'est toujours l'oscillo. Et en fait, quand vous bidouillez avec un oscillo, au bout d'un moment, vous commencez à mettre... Alors j'ai oublié beaucoup de choses, mais sur le coup, en fait, l'oscillo me faisait pas peur. Et comme mon but, c'était de tomber sur un montage où il y avait l'oscillo, c'était toujours bon à prendre. En stationnaire. Donc ce qu'on a vu tout à l'heure sur les ondes mécaniques, corde de mêle des guitares, donc ça n'a pas bougé. Cuve à onde en réflexion. Ah oui, alors ça, donc on pose la cuve à onde et vous mettez un obstacle au fond. Et donc ça va rebondir et ça va créer des choses un peu spéciales. En déplaçant en modifiant la fréquence, déplaçant le mur à tester. Alors, ça c'est nouveau. Tube de Kund. Donc l'intérêt c'est quoi? De créer des... C'est un son à l'intérieur, hein. Vous avez un haut-parleur qui émet un son et il va y avoir des nœuds et des ventres de pression. Et du coup, en mettant dans un tube un micro, en fait, en le déplaçant, on va avoir des variations. Et on va repérer du coup la distance entre deux points qui fonctionnent correctement, comment dire, qui donnent les mêmes résultats, on va dire. Et du coup, on va retrouver les modes propres. C'est pas mal ça, hein. Ouais, faut bien regarder. À l'oscillo. Je l'avais fait à l'oscillo du coup. Ok. Et c'était un. C'était. Non, c'était quantitatif, hein. C'est quand on repérait les positions. En fait, il faut juste noter les X, parce que c'est gradué, il faut noter les X. Et ensuite, travailler sur le câble coaxial, toujours pareil, ça on a déjà vu aussi. Donc là-dedans, en fait, vous voyez, là on arrive à la fin et on a juste une expérience de plus. Alors lui, on aurait pu le mettre, si vous l'adorez et que vous l'aimez, vous pouvez le rajouter dans la manip 2, hein. Montage 2 sur les ondes sonores, je pense que ça peut bien rentrer aussi. Analyse spectrale et filtrage. Donc là, on va se retrouver justement avec, l'oscillo. Donc comme j'ai dit, l'oscillo, diapason et son complexe guitare, on l'a déjà vu ça, hein. On l'a vu avec justement le timbre. Dans la partie, justement avant la corde, la partie de la guitare, ça c'est intéressant. Et donc là, on a le filtrage linéaire et non linéaire. Donc là, il faut aller regarder le travail sur la résonance. Donc on a vu tout à l'heure le passband. Et ici, ce qu'on a vu justement sur modulation, amplitude, démodulation. Donc là, je vous ai remis le passband d'ordre 2 que je vous avais déjà montré tout à l'heure. Voilà. Donc là, il n'y a rien de nouveau, hein. Rien. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. On a tout vu. Ça, on a déjà vu avant l'accord de meld. Ça, on l'a déjà vu. Ça, on l'a déjà vu. Là, quand on arrive à la fin et qu'on n'a que des choses qu'on a déjà vues, ça fait plaisir, hein. Amplification. Alors, amplification, du coup, un travail autour des allies. Je vais vous mettre tout mon travail sur les allies et après, du coup, potentiellement, il pourra être utilisé ailleurs. Donc, je crois que je l'ai mis dessous. Voilà. Donc, tout à l'heure, on l'a vu, le montage suiveur. Amplificateur inverseur. Voilà. J'ai biqué les résultats après, hein, en faisant des variations. Là, on a le beau. C'est beau quand même, ça rend bien, hein. Et ensuite, en variant les paramètres, donc on fait varier R2 de 100 à 5000 ohms jusqu'à saturation.
Donc on peut parler de la saturation, parce que quand on va parler des défauts des alimentations, du coup, la saturation elle peut être intéressante. Le slew rate, donc quand ça va trop vite. On va voir ce signal triangulaire, c'est intéressant. Montage non inverseur. Donc là, on a bien les sommets en phase. L'additionneur. L'intégrateur. Donc là, je m'étais mis comme remarque, j'ai utilisé une boîte à décade. Il ne faut pas faire ça. Dérivateur. Alors, il y a des choses que je n'ai pas utilisées au final. Mais en tout cas, j'ai des comparateurs, ça c'est pour les capteurs. Donc ça, c'est toutes les manips que j'avais fait autour des ampli-op. Et bah, écoutez, j'ai essayé plein de choses et une fois qu'il y a des choses qui me plaisaient, je les ai réutilisées dans mes montages. Donc je les ai tous mis là. C'était, bah, en fait, j'ai suivi le bouquin, j'ai essayé de faire ce qu'il y avait dans le bouquin. Hein. Et tout au lycée, hein. Vous voyez, ça c'est la table marron, là, c'est au lycée. Tout a été fait au lycée. Ensuite, le travail sur la résonance, on a vu tout à l'heure. Et ensuite, le travail sur toute la résonance, à la fois électrique et à la fois, faire à la fois en RLC et à la fois en méca. Peut-être ça fait beaucoup quand même. Là. Peut-être ça fait beaucoup, peut-être il faudra enlever la guitare. Là. Peut-être enlever la guitare. Ça fait un peu trop là, je pense. Voilà, donc là ici, j'avais marqué amplificateur non inverseur et les limites. Voilà ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc les limites, donc la saturation, les passes bas, les fréquences de coupure, le slew rate. Voilà, à tester tout ça. Je pense que si vous avez le choix, tomber sur ce genre de choses, là vous pouvez montrer que vous avez un niveau au-dessus. Je pense, hein, c'est important. En tout cas, c'était ma stratégie. Je ne suis pas tombé dessus, je tombais en chimie au final, mais bon, peu importe. Couplage. Alors, couplage, j'étais pas très, très inspiré, comme vous pouvez voir. Alors, les deux pendules couplées. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, quand vous avez un montage, vous n'êtes pas emballé. Moi, mon conseil, c'est de ne pas passer 1000 heures dessus parce que de toute manière, vous avez un choix et vous ne le prendrez pas celui-là. Sauf si on vous propose deux que vous ne voulez pas. Mais il faut quand même avoir de quoi limiter la casse si ça arrive. Donc moi, ce que je fais généralement dans ces cas-là, c'est que je choisis un bouquin, je choisis des parties dans le bouquin, et je me dis j'ai 4 heures pour faire de la magie. Voilà, clairement, c'est... D'ailleurs, vous ne pouvez pas maîtriser pas tout maîtriser. Hein. Vous ne pouvez pas tout maîtriser. Et donc, il faut essayer d'impressionner avec un certitude Python, essayer d'impressionner si vous avez des oscillos, des choses comme ça, quoi. Donc, un travail sur le transformateur, ça peut être fait par contre. Hein, parce que c'est utilisé dans 3 montages, qu'on veut pas trop, mais c'est utilisé dans 3 montages. Donc ça essayez de le faire. Et ça, par exemple, ça va être... J'aime deux bobines imbriquées, à part là. Donc voilà, à tester. À tester si vous voulez, mais ça, vraiment, j'ai jamais testé. Hein. Couplage de pendules, jamais fait. Donc, si j'avais pu éviter, je pense celui-là, il faisait partie de ma liste de ceux que j'aurais pas voulu avoir non plus. Et prévoyez un plan de secours quand même au cas où. Hein. Mesure électrique. Donc mesure électrique, c'est l'électricité, on va être un peu plus content. Donc si je veux faire un voltmètre c'est bien, mais un voltmètre parfait c'est mieux. Donc un travail sur la lie voltmètre parfait. Donc ça, la lie en suiveur, super. Pardon. Voilà, un petit travail avec l'oscillo. Tout à l'heure, il faut faire mes muses avec les oscillos. Hein. Donc là, amplificateur non inverseur. Des petites mesures de tension. À l'oscillo, un petit travail autour de ça. Mesure de grandeur électrique. Alors, qu'est-ce qu'il y avait à travailler sur la résistance? Donc, on mesure la tension efficace et on mesure la résistance variable. Ok. Donc, à tester. Et ça, c'était donc le pont de Sottevin. Alors ça, je l'ai testé et du coup, il y a les résultats ici. Je crois que j'ai une version un peu mieux. Voilà, c'est là. Non, c'est la même chose, il n'y a rien de mieux. Je vous laisse analyser les choses.
On voit ce qui se passe pour 90 ohms, pour 100 ohms et pour 110 ohms. Voilà. Il faut revoir les choses, mais ça marchait plutôt bien. Ouais, donc à tester. Et un travail autour de l'inductance. Donc là, c'est un boulot que j'avais fait donc avec des mesures de tension et d'intensité. Et ensuite, j'avais fait un tracé sur la Pro pour voir justement Z carré en fonction de oméga carré. Donc, il faut revoir la théorie et on trouve bien R carré qui va être l'ordonnée à l'origine, qui va être donné ici, là, 213. Et on retrouve le coefficient directeur qui va être L carré. Donc 27 inductions. Je ne l'ai pas noté, mais lui, on l'avait juste avant. Hein. On l'avait juste avant dans les couplages de bobines. Donc ça fait toujours un de plus, donc dans le 25. Donc ça veut dire que ça peut être utile, sachant que vous voyez ici, là, celui-ci aussi, il sera mis. Donc ça, on l'a déjà vu juste avant, donc le couplage de bobines, courant de Foucault. Alors ça, c'est la seule chose qui va être un peu nouveau ici. Donc là, les transformateurs, on l'a déjà vu aussi. Donc courant de Foucault, donc le but, ça sera de faire un freinage magnétique. Donc l'intérêt du freinage magnétique, c'est comme il n'y a pas de contact, ben, on ne va pas abîmer les pièces. Hein. Donc on peut faire donc, la chute de l'aimant dans un tube de cuivre, ce genre de choses, à tester. Il y a des choses jolies. Après, on ne peut pas faire grand-chose, je crois, au niveau quantitatif, mais le quantitatif, vous allez le faire là. Et l'auto-induction, le retard à l'établissement de courant. Et circuit RL. Ok. Bon. Comme j'ai dit, là, c'était la fin. Je crois que j'étais au niveau des... on ne devait pas être très loin de la date des euros. J'étais pas hyper emballé. Il y avait quand même de quoi faire, parce que lui, on l'a déjà vu une fois. Lui, je savais pas trop quoi faire. Pareil, bon, pas hyper emballé par cette manip, mais ici quand même, circuit RL, on peut travailler au niveau électronique, hein, on peut faire des choses assez intéressantes. Et à la rigueur, si vous êtes à l'aise en électronique, vous passez beaucoup de temps là-dessus. Hein. Voilà. Hein. À retester. J'ai pas trop de souvenirs de ça. Plus trop de souvenirs. Et le dernier, c'était l'impasse. Alors, comme je vous ai dit, vous tirez 2 sujets au choix, automatiquement vous avez le droit à une impasse. Donc moi, c'était polarisation de la lumière. Au début, j'ai essayé de faire quelque chose, et puis j'ai fini par l'enlever parce que c'était du matériel trop spécifique, trop technique, trop particulier. Et donc c'est celui-là que j'ai enlevé. Est-ce que je suis content? Disons que sur les 28, il y en a les 5-6 que je ne voulais pas. Donc la probabilité en tirant 2 nombres d'avoir 2 fois dans les 5-6, ça aurait été pas de bol quand même. Et là, il aurait fallu s'en sortir. Mais je pense que si vous en avez déjà 20, que vous êtes à peu près content, c'est bien. Hein. C'est déjà bien. Et si jamais pour les 8 derniers, bah, prévoyez quand même un bouquin sur quoi s'appuyer ou quelque chose. Quoi. Il faut avoir quelque chose en tête et faire au talent. Quoi. Voilà, j'étais pas hyper satisfait. Enfin, pas hyper satisfait, comment dire. Disons que c'est difficile de partir aux euros et se dire, voilà, je maîtrise, je suis trop bien. Non. Très compliqué ça. Hein. Je pense que personne n'est dans cette situation-là. Mais j'étais pas hyper serein, mais ça allait quand même. Je suis pas parti ultra stressé. Alors qu'au tout début de la préparation des montages de physique, c'était l'épreuve sur les 4 parties, c'était celle qui me posait le plus de problèmes. Voilà. Mais c'est celle où j'ai passé le plus de temps au final. J'ai passé plus de temps à travailler mes TP de physique que de chimie. Voilà. Donc, passer du temps, hein, moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est passer du temps sur l'oscillo et tester des petites choses comme ça. Prenez un bouquin, testez des choses. Et si vous maîtrisez l'oscillo et que si le jury vous voit utiliser l'oscillo et se dit, ouais, lui, il l'utilise, quoi, il sait le faire. Là, je pense que c'est là où vous gagnez des points.
Mais si vous faites juste un auto-set et vous savez rien faire d'autre que ça va pas le faire, quoi. Voilà. Donc, vous avez vu, hein, quand même, résonance, ça revient très souvent. Tout ce qui est électronique, ça revient très souvent. Et ça, c'est des choses que j'ai pu tester au lycée. Et quand on peut tester au lycée, ça n'a pas de prix quand même. Parce que c'est quand même le gros problème de cette préparation, c'est qu'on n'a pas accès au matériel, quoi. Et moi, je veux bien, hein, m'entraîner sur le Michelson, c'est super, mais je l'ai utilisé 2 fois dans ma vie, quoi. Et encore, j'ai la chance de l'utiliser 2 fois dans ma vie. Il y en a qui l'ont utilisé 0 fois. Donc voilà. Ben, on a fini donc les 4 vidéos sur les euros. Il me reste une affaire quand même qui me tient à cœur. Je vais en faire une autre. Donc déjà, il y a celle sur l'incertitude qui est déjà faite, Python. Mais il y en a encore une que je veux faire, c'est sur les compétences pédagogiques pour l'exposer. Parce que moi, j'y suis allé un peu à l'arrache, entre guillemets. J'ai pas passé beaucoup de temps et je pense que juste 1 heure de travail dessus, ça peut permettre de gratter 2 points, 1 ou 2 points. Euh, Ma collègue Cindy, elle était tombée sur, je crois, remédiation. Non, pas remédiation, différenciation. Et la première remarque qu'on lui a fait, c'est pour vous, c'est quoi la différenciation? Elle a expliqué, il fait ah, pour vous, c'est ça la différenciation? Ah, d'accord. Ok. Ah, si vous le dites. Voilà, quand vous commencez un oral comme ça, après, je peux vous dire, vous perdez vos moyens. Bon, ça ne l'a pas empêché d'avoir une bonne note, mais euh, c'est bête, je trouve, de passer à côté de ça. Et donc, on va essayer de faire un petit travail autour de ça. J'avais noté des petites choses. Je vais faire des petites recherches. Et le but, c'est en 1 heure. Hein, le but, c'est de passer pas plus d'1 heure dessus, mais 1 heure pour vous faire gratter 1 ou 2 points. Allez, à bientôt.